Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Boomster. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? À ma foi, fort bien et on continue de naviguer ensemble à travers la filmographie de Matthew Vaughn. Mais voilà, on dit fuck la chronologie là. On avait commencé par les Kingsman, là on aurait dû parler de Kick-Ass, mais non. Finalement, on décide de faire un petit jump vers X-Men, le commencement, ou X-Men First Class, qui est en fait le début d'une nouvelle saga et à la fois le préquel des trois premiers. C'est compliqué l'univers des comics. Il est un peu le cul entre deux chaises. Hein, c'est ça, exactement. Le fessier entre deux fauteuils, comme on peut le dire aussi. Et donc, mais oui, donc ce film il est réalisé par Matthew Vaughn, forcément. En 2011, il est sorti, un an après Kick-Ass, donc il connaissait déjà l'univers super-héroïque, sachant que je crois que Kick-Ass est une de ses créations à lui, à vérifier, mais il me semble que oui. Et ici... non, c'est un comics. C'est un comics aussi, voilà. Donc, mais bon, il baignait dedans déjà. Et donc il reprend ici le flambeau de Bryan Singer, qui a failli réaliser, mais qui est allé sur un autre projet, il co-scénarise, produit et tout. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles cultissimes de Charles Xavier, le professeur X, et de Magneto, Eric Lencher, respectivement James McAvoy, qui va se faire connaître du grand public ici vraiment, parce qu'il était surtout connu au Royaume-Uni et tout, mais là voilà, grand public. Et Michael, oui, parce qu'il est allemand d'origine, Fassbender, eh oui. Et alors, il était allemand, tu vois. Je sais pas s'il est allemand, Michael Fassbender, mais j'imagine que oui quand même. Oui, alors, il est germano-islandais, pour être précis. Voilà, restons très comme ça à cheval sur les précisions. Et à leur côté quand même, on a Kevin Bacon, voilà, qui est un acteur chevronné, Rose Byrne, Jennifer Lawrence, qui était à peu près encore... elle n'était pas encore dans Hunger Games à l'époque, je sais plus. Bon, c'est un peu compliqué. Non, c'était juste avant. C'était juste avant, voilà. Puis on peut citer aussi des acteurs qui sont devenus connus depuis, hein, comme Nicholas Hoult, Caleb Landry Jones, qui se fait sa petite place. Et citons aussi Zoe Kravitz, qu'on a récemment vu dans The Batman. Je ne l'ai pas reconnu d'ailleurs, c'est assez marrant. Parce que, ouais, voilà. Et il y a aussi Oliver Platt, que j'aime bien, qui joue l'homme en noir, le Men in Black à un moment, de la CIA. Vite fait, vraiment, on va dire, une sorte de comic relief qui, heureusement, ne dure pas trop longtemps. C'est peut-être ça aussi la force de Matthew Vaughn, hein, c'est qu'il sait gérer son humour. Et donc l'histoire se déroule, alors d'abord en 1944, puis après surtout en 1962. Et on va suivre le début de l'affrontement entre les mutants et les humains, ou de deux clans de mutants, hein, si vous avez vu la première trilogie, c'est à peu près cela, sur fond de guerre froide dans les années 60, avec la fameuse crise des missiles à Cuba et les menaces d'une troisième guerre mondiale. Et bien sûr, au tout début, mais ça on y reviendra en détail, on a à nouveau cette scène qu'on a vue au début du premier X-Men, la construction du méchant Magneto. Et oui, dans le camp de concentration. Là, on a le prolongement de cette scène, parce que oui. Dans X-Men 1, on ne voyait que la scène de la barrière, et ensuite on arrive un peu plus loin, où on le voit dans le bureau avec les premières expériences, la mort de sa mère, on voit le traumatisme de ce personnage qui le suivra tout au long de sa vie. Et du coup, bah tiens, puisque tu as la parole, cher ami, que penses-tu déjà de ce film par rapport à la filmographie de Matthew Vaughn et par rapport à l'univers X-Men? Pas de surprise, j'adore ce film. Ouais. Que ce soit dans la filmo de Matthew Vaughn, je trouve que ce film s'inscrit parfaitement dans sa filmographie, bien qu'il s'inscrive néanmoins dans la saga X-Men et qu'il y a des sentiers battus et on ne peut pas se permettre de tout faire. Et en même temps, dans la saga X-Men, je trouve que ça apporte un second souffle. Après X-Men 3, qui avait déçu la Terre entière, là, on a un nouveau film X-Men qui est rythmé, qui est fun, avec de nouveaux personnages. On nous raconte des histoires qu'on n'avait jamais vues et que pour le coup, moi, j'étais assez curieux de connaître. Donc, First Class, j'adore, que ce soit dans la film de Matthew Vaughn ou dans la saga. Et d'ailleurs, c'est adapté d'une série de comics qui est assez récente. Je crois que ça a été écrit dans les années 2000, 2006, hein, si j'ai bien vu. Donc, c'est cette origin story là. Alors, c'est un film particulier parce que, pour moi, hein, disons que on voit la patte Matthew Vaughn au niveau de la réal, il y a des moments assez fun, notamment ce training montage, on va l'appeler comme ça, où les mutants, les jeunes mutants, on les perfectionne pour qu'ils contrôlent leur pouvoir avec des split screens et tout. Là, tu as du Matthew Vaughn, il y a quelque chose et tout. Mais je trouve qu'il sait aussi d'ailleurs on va dire, s'effacer derrière l'histoire dans ce film. Je sais pas ce que tu en penses, c'est moins fou au niveau de la mise en scène qu'un peut être un Kingsman par exemple, même Kick-Ass.
C'est ça, tout à fait. Voilà. Mais en fait, c'est parce que il est dans une saga qui a déjà 3 films, et il peut pas faire ce qu'il veut en fait. C'est ça. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé de s'inscrire dans les jalons de ce qui a déjà été fait avant. Pareil pour Sam Raimi avec Doctor Strange, ou Sam Mendes avec James Bond. Ils peuvent pas se lâcher comme ils le souhaitent. Et là, tu vois, le film, je vais surprendre en disant cela, je trouve qu'il est limite trop court. Il dure 2h15, hein, c'est quand même pas mal, mais ça va très très vite, surtout la première partie. Le temps d'assimiler tous les personnages, on voit que ça a été un film fait pour les fans de comics surtout, quand même. Parce que, bon, évidemment, si t'as pas vu les 3 premiers, à la rigueur, c'est un peu compliqué et tout, mais même, tous les personnages secondaires, on aimerait en savoir plus, même si on se concentre sur certains d'entre eux. Et je trouve que le rythme est très échevelé sur les premières années, avec déjà dans les années 40. Certes, la scène iconique d'emblée, donc qui reprend presque plan pour plan la scène d'intro de X-Men. Hein. C'est un hommage à ce niveau-là. Et après, on a donc la construction du méchant. Ça fait très comics. C'est à la fois dramatique et un petit peu léger. Tu vois ce que je veux dire dans le sens, par exemple, quand le gamin crie « Nine !» comme ça, tu sens que c'est un peu forcé. Mais on a toute la tension derrière. Voilà. Donc avec la confrontation avec Schmidt, qui deviendra ensuite Sébastien Shaw, c'est un petit peu le mutant d'origine presque, hein, le monsieur, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, voilà. Et donc il y a ça, puis après en parallèle, tu as du Charles Xavier qui rencontre Raven, alias Mystique, qui est sa sœur d'adoption, ça je l'ignorais par exemple, parce que ayant vu les 3 premiers films... Il y a pas mal de choses dans la saga X-Men qui pop d'un seul coup comme ça, et qu'on n'avait pas du tout installé. Par exemple, le fait que Wolverine et Dents de Sabre soient frères, ça arrive dans X-Men Origins Wolverine d'un seul coup, alors qu'auparavant les personnages s'étaient déjà croisés et ils avaient aucune ligne de dialogue ensemble. Donc là c'est un peu pareil pour Mystique et le Professeur X, ça pop un petit peu de nulle part, et en même temps, vu que ce film-là est un soft reboot, forcément on change un peu les rapports entre les personnages, histoire de consolider les enjeux. Alors d'ailleurs c'est ça le problème que j'ai avec le film, c'est que il est à la fois dans une continuité, enfin préquelle, mais il y a des choses qui sont pas cohérentes parce qu'on sent qu'il y a moitié de reboot aussi. On va pas détailler maintenant, on fera peut-être ça dans la zone spoiler. Professeur Xavier dans son fauteuil roulant, tout ça, il y a un truc qui colle pas avec un des 3 films d'avant quand même, sur un flashback. Il va falloir qu'on en parle parce que je vois pas. Bah, il me semble qu'il y a un truc, mais peut-être que je me trompe dans les timelines, mais c'est compliqué. Bref, on en parlera dans la zone spoiler, il faut qu'on y pense. Et et l'idée, donc Raven et Xavier, là je me suis dit, ah d'accord, donc c'est bizarre parce que dans les 3 premiers, t'as pas l'once d'un indice qu'ils auraient pu être frères et sœurs, hein, quand même. Mais bon, pourquoi pas. Et après, en fait, le début, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que tu passes de Xavier à comment il s'appelle, à Magneto. Bon, il s'appelle pas que Magneto, à l'époque il s'appelle Eric encore. Et machin, années 40, puis les années 60. En fait, il y a un truc un peu redondant, même si c'est à la fois drôle et intelligent d'une certaine manière. C'est quand donc Eric va essayer de chercher Schmidt partout. Il passe en France, visiblement. Michael Fassbender parle très bien français. Du moins, il joue bien le français. Après, en Argentine, il parle espagnol, et il fait un petit road movie dans le monde. C'est un peu redondant, tu vois ce que je veux dire. Limite, bon, on voit qu'il le cherche, il n'y a pas de souci, quoi. Puis à côté, tu as Xavier, puis l'histoire avec la CIA. Alors, il faut faire un build-up, comment le gouvernement américain va rentrer en contact avec ses mutants, etc. Mais tu vois, c'est un peu longué à mettre en place, et puis recruter les choses à droite, à gauche. Donc il y a un rythme qui a du mal à se faire, c'est à la fois très rapide et ça a du mal à se placer au début. Puis après, on arrive à la deuxième partie, la crise des missiles, et là, pour moi, le film décolle vraiment dans la deuxième partie quand même. Les enjeux se mettent en place, on voit les origines du coup, Eric et Charles Xavier qui sont amis à la base, et on voit comment ils se sont séparés. Là, c'est très cohérent par rapport à la première trilogie, évidemment. Donc tu n'as pas de surprise, mais je pense qu'il y a un bon build-up parce que les 2 acteurs sont très bons. Il faut le dire. C'est des très bons choix, et puis ils savent quoi, ils sont dans leur personnage. Et après voilà, il y a plein de petits personnages autour, tu vas plus ou moins t'attacher à eux. Raven, oui, parce qu'il y a aussi cette histoire avec le fauve, Hank McCoy. C'est intéressant, l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tout ça. C'est très Matthew Vaughn d'ailleurs. Il aime bien mettre ses petites références comme ça, historiques, littéraires, musicales aussi, avec le Edith Piaf qui revient à chaque fois pour le thème de Schmidt qu'il écoute derrière. Ça, c'est du Matthew Vaughn, quoi. Mais limite, tu vois, tu aurais pu t'arrêter un peu plus sur certains personnages et tout. Voilà, mais ça, c'était compliqué à gérer, je pense. J'ai l'impression, moi, ce film, je n'ai jamais rien vu comme autre chose qu'une histoire d'amour.
entre Eric et Charles. Et en fait, tout ce qu'il y a autour, pour moi, c'est du brodage. C'est pour justifier le fait que le film s'appelle X-Men. Donc il nous faut une histoire avec des humains, des mutants, voilà, un attentat à la fin, etc. Mais en fait, pour moi, ce film-là, il raconte surtout la naissance de leur amitié et presque une bromance que vont vivre les personnages. Et c'est en ça que je trouve que le film est vraiment brillant. Alors je suis d'accord avec toi, le début, honnêtement, je trouve qu'à partir du moment où ils se rencontrent, pour moi, c'est à ce moment-là que le film décolle. Mais tout ce qui se passe avant, je trouve que c'est un peu décousu, tu vois, comme le début de Rogue One. On te présente beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, et tu sais plus trop sur qui tu dois te concentrer. Mais une fois que les deux se rencontrent avec la scène du sous-marin, je trouve que là, le film part vraiment dans une folie pure et il m'emporte complètement avec lui. Sans oublier qu'en plus Eric a un arc dramatique lié à son passé, ses traumatismes, sa colère, et qu'il se concrétise justement avec le sous-marin lors de sa rencontre avec Charles, il n'avait pas réussi à arrêter, et là il arrive carrément à le faire soulever, et ça rend en fait le fait de soulever un simple sous-marin pour Eric Lencher un acte incroyable, alors que on l'a vu faire des choses bien plus impressionnantes dans les anciens films. Et là, juste le fait de soulever un sous-marin, pour moi, à chaque fois que je vois cette scène, j'ai un sentiment d'accomplissement très très fort pour le personnage, et franchement, ça me fout les frissons et les larmes aux yeux, quoi. Oui, mais d'ailleurs, allez, on va pas attendre, on va rentrer dans la zone spoiler, parce que là, voilà, cette histoire de confrontation entre Charles Xavier et Eric, c'est logique, hein, l'un veut s'intégrer avec les humains, donc le professeur Xavier, il rêve de cela, alors que Eric, lui, c'est l'inverse, il veut se venger, et il est prêt donc à déclencher cette guerre. Enfin, il va pas être contre à l'idée que la guerre soit déclenchée par, du coup, son ennemi Schmidt, qui s'appelle Sebastian Shaw. C'est le paradoxe du truc, c'est que lui, il croit pas en la diplomatie et en la paix, il a vu ce qu'il a vécu aussi, surtout. Et donc, voilà, il y a cette troisième guerre mondiale. Moi, j'aime bien l'idée. Alors, c'est l'Uchronie ou univers parallèle comme ça, où tu as l'impression que la troisième guerre mondiale a failli être déclenchée parce que la crise des missiles à Cuba, elle a vraiment eu lieu. Hein. Mais que c'est les mutants qui ont lancé ça, et puis finalement que c'est professeur Xavier qui va arrêter au dernier moment la guerre. C'est amusant de voir des humains qui s'affrontent entre eux, mais au final, la vraie guerre, elle est ailleurs. Voilà, c'est très Matthew Vaughn, ça. Récemment, dans son Kingsman préquel, voilà, il remet la guerre au milieu, comme ça. Bon, il aime bien l'histoire, le monsieur. Il aime bien l'histoire, c'est sûr. Et alors, il y a un moment, on va revenir à cette potentielle incohérence. Il me semble, je ne sais plus si c'est dans le 3, où on a un flashback de Xavier qui sort de sa voiture et qui n'est pas paralysé. Et il était déjà chauve et vieux, enfin plus vieux. Ah oui, et c'est d'ailleurs aussi le cas dans X-Men Origins Wolverine. Ah bah c'est peut-être là que je l'ai vu du coup, je sais plus. Mais en tout cas, et là donc on apprend qu'il se fait paralyser à ce moment-là dans les années 60. Et il me semble que la scène qu'on voyait dans le flashback c'est les années 70-80, donc il y a un léger souci. À moins qu'il se fasse guérir et qu'il soit reparalysé après, je sais pas. Tu sais, je crois que je t'avais prévenu il y a 2 ans quand on avait parlé de X-Men 3, mais à partir de là, la timeline, elle est complètement partie en vrille, et ça devient chaque film à sa propre timeline, hein, limite. Ouais, c'est vrai, mais bon. Voilà, bon, après c'est qu'un détail, tu vas pas forcément y penser, mais cette scène de Xavier qui chauve, donc Patrick Stewart un peu rajeuni numériquement, qui sort de la voiture, moi ça m'avait marqué. Parce que voilà, Charles Xavier était toujours dans un fauteuil dans mon état d'esprit. Et donc là, voilà, c'est amusant. Mais bon, à part cela, oui, par contre c'est très cohérent la relation entre Eric et Charles, ça c'est clair. Raven aussi, donc, qui veut elle aussi être fière d'être mutante, voilà, alors que son petit ami en potentiel, lui, veut la transformer en humaine, mais finalement, lui, elle va se transformer en mutant totalement en ratant son expérience. C'est l'ironie du sort, c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, hein, c'est intéressant. Puis voilà, après tous les autres personnages autour, il y en a qui changent de camp, qui meurent, on s'en fiche un petit peu, la mort de Darwin, je t'avoue. C'est censé être dramatique, mais t'as pas eu de background derrière, donc c'est presque dommage que ça intervienne aussitôt, mais c'est pour montrer que le méchant est vraiment méchant. Voilà, mais on le savait dès le début quand même que le méchant, il était très très méchant. Kevin Bacon, très bon en méchant, hein. J'aime bien Kevin Bacon en méchant. Mais moi, ce que j'adore vraiment, justement, en parlant des méchants, c'est que à la fin, quand Eric a tué Shaw, et que il dit à Charles, bah écoute, maintenant je mets le casque,
parce qu'en fait, je suis complètement d'accord avec tout ce que le méchant vient de dire, c'est juste qu'il a tué ma mère. Là, on se rend compte qu'en fait, Eric était méchant depuis le début, et c'est pas Eric qui devient Magneto et qui devient méchant au bout d'un moment. C'est Eric, en fait, qui a toujours été méchant, qui a toujours pensé comme il pense. Il ne s'est jamais caché. Et pourtant, Charles n'était pas d'accord, les deux sont en désaccord profond, et ils en parlent tout au long du film de leur désaccord, et à la fin, ça se concrétise, parce que au bout d'un moment, en fait, il est d'accord avec le méchant, c'est juste il était avec les gentils parce que le méchant a tué sa mère, mais sinon il est d'accord, et il l'aurait suivi si le mec n'avait pas tué sa mère. Il y a un moment où c'est sous-entendu quand il dit qu'il est la créature de Frankenstein. Finalement, il s'accepte en tant que création de son ennemi juré. Une fois qu'il a tué sa mère sous ses yeux, il a créé un monstre chaud. Et Eric s'est affirmé en tant que monstre. Il savait que de toute façon il le saurait, même une fois que sa vengeance serait accomplie, qu'il pourrait jamais aller outre. Je pense que, en même temps, quand on y pense, Eric, alors qu'il a subi les camps de concentration, il a vu sa mère mourir et probablement le reste de sa famille, il a vu l'humanité horrible, à quel point l'être humain pouvait être horrible. Mais ça, c'est très bien dit dans la première trilogie, il n'y a pas de souci. Donc, il ne pouvait pas, après, faire la paix avec les humains et se dire on va s'intégrer comme Charles Xavier le voulait. Pourtant, leur amitié est sincère aussi. C'est ça qui est terrible. Et quand on voit que... En fait, les allitérations de Martin Luther King et Malcolm X, en réalité. Dans un sens, oui, bien sûr, ben oui, mais c'était aussi une lecture qu'à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est Stanley lui-même qui a créé vraiment les X-Men, ou si ce sont ses collaborateurs, mais oui. Je crois que c'est Kirby qui a créé les X-Men, mais je ne suis pas sûr. Oui, il y a cette lecture sur la ségrégation, il y a plein de choses, de toute façon. Donc, voilà. Mais après, bon, là, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même, bon, ça fait un peu fan service, entre guillemets, mais on voit l'origine de Charles Xavier dans un fauteuil roulant, c'est pourquoi, le Cérébro, le casque de Magneto, même s'il a toute fin en mode, j'arrive avec le casque, avec les petites cornes là, je suis le méchant, je suis Magneto, bon, ouais. T'as quelques personnages un peu osef, mais qui peuvent être marquants, comme Emma Frost, bon, qui est jouée par Jane Jones, je connaissais pas cette actrice, j'avoue, donc voilà. Pourquoi pas? À la rigueur, t'as peut-être trop de choses, mais j'aime bien les jeunes mutants qui s'entraînent, c'est touchant. Si je crois que t'as le frère de Cyclope, Havok. Voilà. Oui, c'est grand frère. Le grand frère, voilà. Donc, il reviendra dans d'autres films. Et puis t'as aussi le père de Diablo, Azazel, enfin voilà, c'est marrant parce que t'as plein de petits trucs comme ça. Mais bon. Non, mais est-ce que t'as autre chose à dire sur la zone spoiler, du coup? Juste une petite question, tu sais de quoi parle le prochain film de la saga X-Men ou pas? Ah non, mais je crois qu'il y a un film Wolverine encore. Je crois que oui. Ah oui, effectivement, il y a un Wolverine et ensuite un X-Men. Voilà, parce qu'on voit donc notre cher Logan en caméo inutile, mais bon, allez, ça passe, quoi, c'est drôle. Il y a Wolverine au Japon et ensuite le prochain film X-Men. Voilà, mais je ne sais pas encore, parce que je les ai pas vus les autres, donc mystère. Et d'ici là, attention, j'ai refermé la zone spoiler. Et je te laisse conclure sur ce film. Comment, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu le classerais quelque part dans tous les X-Men avec précision ou c'est compliqué? Parce que alors là... C'est très simple, Julien. C'est le meilleur pour moi, c'est mon préféré. C'est à la fois, pour moi, le meilleur et à la fois mon préféré. D'accord. Il renverse la saga entière. Ah oui, c'est sûr qu'il donne un nouveau souffle. Là, on est clairement dans une autre dimension. Tout en gardant, on va dire, une cohérence et un hommage rendu à la première trilogie. C'est pas en mode reboot total, on s'en fiche complet de ce qui s'est passé avant. Mais il y a des libertés qui sont prises. Après, on connaît... Ça aurait pu être un reboot total, on s'en fiche de ce qui a été fait avant. En réalité, tu le prends tel qu'il est, ça pourrait être un reboot total à la Batman Begins, en fait. Ça pourrait, mais on sent qu'il y a des trucs, et au moins, voilà, c'est ça. Ça redonne un petit boost après un 3 qui était compliqué quand même, voilà. Et Origins Wolverine qui n'avait pas plu aussi. Mais c'est aussi intéressant parce que là, pour le coup, tu voulais voir un peu l'origine story des Xavier, des Lencher, etc. Tu voulais en savoir plus quand même. Mais ce film remplace, parce qu'en fait, les X-Men Origins, ils en avaient prévu 3. Ils avaient prévu X-Men Origins Wolverine, c'est le seul qui allait au bout. Ouais. Il y avait X-Men Origins Magneto et X-Men Origins Deadpool. Et les deux sont devenus du coup First Class et le film Deadpool. Et pour le coup, X-Men Origins Magneto aurait été très 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 sombre. Pour le coup. Ouais, ils l'ont fait en fait dans First Class, ils ont dit que les éléments qui sont dans First Class concernant Magneto, ce sont les éléments qui devraient dû être dans le film sur Magneto. C'est vrai.
Puis bon, on n'a rien dit sur la musique qui est sympa, mais bon, après... moi, j'aime bien, sans plus. Voilà. Bon, là, Matthew Vaughn s'est pas trop lâché sur la BO hors composition, à part Edith Piaf, mais il a voulu être sobre, ce qui est bien aussi, hein, après tout. Hein. Voilà, oui, c'est pas, moi, ça me dérange pas, en fait, qu'il fasse du sobre aussi, tu vois. On a vu Layer Cake, on a vu Stardust. C'est pas forcément quelqu'un qui est toujours dans la surenchère, et c'est quelqu'un qui, s'il faisait, je ne sais pas, une comédie ou un film d'horreur, ça me surprendrait pas non plus, parce que il n'a pas que du fun dans sa palette, il a plein d'autres choses, Matthew Vaughn, et c'est ça que j'adore. C'est vrai. Son prochain sera visiblement un film d'espionnage. Bon, il s'y connaît un petit peu dans le genre quand même, mais à suivre, à suivre. Alors je crois que ça sera début 2023 la sortie, à vérifier. Voilà, Argyle. Ou Argyle, je ne sais pas comment ils vont le prononcer, on verra bien, peut-être avec un accent allemand, oui, parce que si vous aimez aussi les diverses langues parlées, vous avez Michael Fassbender qui parle beaucoup de langues. Je pense qu'en vrai même, il doit maîtriser pas mal de choses, ça se sent. Parce qu'en français, il était meilleur, anecdote, que l'acteur en face de lui qui était censé jouer un banquier français quand même. C'est un peu lamentable ça. Ils auraient pu prendre un acteur français pour ça. Genre Gérard Jugnot, tiens, je sais pas, bon. Gérard Jugnot qui joue un banquier français un peu après la Seconde Guerre mondiale, ça va rappeler... Tu vois, quelqu'un qui passe bien, quoi. Ça aurait pu rappeler Monsieur Batignolles. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce X-Men First Class ou le commencement, si on veut. Et puis, bah, on se retrouvera de toute façon, toi et moi, très bientôt pour parler de Kick-Ass, évidemment, parce qu'on va pas la passer à côté. Et que le premier ensemble, hein. Le 2, je me le taperai tout seul, hein, premier. Parce qu'il faut savoir qu'en off, Julien m'a proposé qu'on parle aussi du 2, j'ai dit non, merci. Ah la vache. Ouais, je le ferai un jour le 2, mais bon, ouais, enfin bon. Tu l'as déjà vu? Ah oui, j'ai déjà vu le 2, et même Jim Carrey est mauvais dedans. Non, mais c'est une purge. Moi qui ai lu le comics, je peux te dire que Kick-Ass 2, niveau adaptation, 0 sur 20. Voilà. Bah, en tout cas, merci mon cher Boomster, et n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, parce qu'il y a une vidéo notamment sur Matthew Vaughn, et beaucoup plus récemment une vidéo sur Indiana Jones aussi. J'ai un peu ragé, mais j'ai bien aimé la vidéo, donc ça va. Voilà. Parce que tu n'aimes pas Indiana Jones, voilà. Non, j'aime pas Indiana Jones, c'est compliqué pourquoi. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce duo, et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.